Kamal Redouani, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment pour ce film qui est édifiant, qui est rare. Vous êtes grand reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient. Ça fait déjà 10 ans que vous enquêtez sur cette nébuleuse Daesh. Quand ce soldat vous a contacté pour vous dire qu'il avait trouvé un ordinateur dans les décombres d'une villa, est-ce que vous avez imaginé un seul instant qu'il allait posséder des informations aussi capitales que ça ? Réellement pas. Je pensais qu'effectivement il avait trouvé des informations. Il m'avait envoyé par télégramme quelques copies. Je voyais qu'il y avait des documents, c'était réel, que c'était des documents de Daesh, mais j'imaginais pas que c'était une mine d'or en termes d'informations. Et vous avez mis du temps à vous en rendre compte ou pas? Il a fallu que vous exploriez beaucoup cet ordinateur pour vous en rendre compte? Au début, c'était assez rapide. Enfin, quand je suis allé en Libye, quand j'ai eu entre les mains l'ordinateur, quand j'ai commencé à cliquer au hasard et à voir des documents défiler, à voir des choses complètement incroyables, parfois terrifiantes même, j'ai compris que j'avais quelque chose entre les mains qui valait le coup d'être montré et d'être étudié. Voilà. Et comment s'est posée éventuellement la question en vous-même de est-ce que j'alerte ou pas les autorités, je vérifie que je ne mets pas en danger un État? Comment ça se passe dans ce cas-là? La première chose que j'ai faite avec la production, avec CAPA, c'est d'analyser, de voir s'il n'y a pas d'informations concernant un acte, une attaque en préparation, ouais. Des informations qui puissent mettre en danger la population ou d'autres. Donc c'est pas toujours facile de tout décoder comme ça, d'être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose. Il fallait réellement qu'on fasse ça. Oui. C'est-à-dire on a rapidement regardé tous les documents. J'étais pas seul. Enfin, on a regardé tous ces documents et au final, on n'a rien trouvé en tout cas, qui montre qu'il y a un attentat futur ou quelques informations concernant un attentat futur. Alors, on comprend bien à travers votre document la véritable descente aux enfers des habitants de cette ville. Aujourd'hui, comment est la ville? Est-ce que la sécurité est revenue dans cette ville? Du tout. La ville est divisée. Aujourd'hui, il y a même des salafistes qui se sont installés à Sirte. Il y a une caserne de salafistes qui est à Sirte. La population a peur parce que les témoignages que j'ai eus à Sirte, c'était vraiment pas évident de les avoir parce que la population a peur parce que Elle a peur qu'il reste des djihadistes. Non, ils savent qu'il reste des djihadistes. Ils le savent, ils ont peur. Et puis dans tous les cas, il y a eu des actes terroristes. Les djihadistes se sont montrés, que ce soit à Tripoli ou à Misrata. Donc les habitants de Sirte, ils ont peur. Ils avaient peur de parler. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont vraiment préférer ne pas parler en ayant peur de la répression après. Bah, disons, c'est même la plupart. Vraiment, la plupart ont eu peur de parler. Et il fallait vraiment les convaincre. Il fallait discuter. Il fallait passer du temps. Les Libyens ont besoin qu'on s'installe avec eux, qu'on discute, qu'on partage du temps avec eux pour qu'ils s'ouvrent, qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils s'expriment face à une caméra. Et à votre avis, la population et les habitants identifient les djihadistes qui sont sur place ou pas? Ou ils craignent tout le monde? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a le côté tribal, c'est-à-dire quand on a un djihadiste, quelqu'un qui a fait partie de l'État islamique et qui fait partie d'une tribu, qui est revenu dans sa tribu, parfois le fait que la famille peut le protéger, etc., parce que c'est peut-être un repenti, c'est peut-être quelqu'un qui finalement a choisi le mauvais chemin à un moment donné de sa vie, donc voilà. Mais n'empêche, il y a eu des morts, il y a eu du sang qui a coulé, donc la population, si il découvre que quelqu'un qui a commis un meurtre, il le lâche pas, en fait, il le dénonce, voire il le tue. Hélène Salon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service international du quotidien Le Monde, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez couvert pendant plus de 4 mois sur le terrain la bataille pour la reconquête de Mossoul. Elle a été libérée en juillet 2017, en Irak bien sûr. Alors, c'est des histoires qui ne sont pas tout à fait pareilles, Mossoul et Sirte. Mais est-ce que ce que vous avez vu de ce documentaire confirme en tout cas ce que vous avez vu à Mossoul ? Oui, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans la comparaison entre le documentaire de Kamal Redouani et ce que j'ai observé à Mossoul. C'est un même modèle qui a été en fait façonné par l'État islamique pour conquérir les cœurs et les esprits.
conquérir des territoires, les soumettre et les administrer. Donc on voit vraiment qu'il y a cette même phase de séduction où on prend le temps de séduire la population, de lui apporter ce qu'elle n'a pas eu sous les gouvernements précédents ou ce qu'elle rejetait avant, pour après lui imposer des règles. À Mossoul, ça a été très progressif. Ils sont même venus avec une constitution de la ville qui annonçait un peu tout. Avec l'installation aussi de cette administration, de tout ce... Voilà. Cette bureaucratie, en fait. Appliqué tout de suite et le piège s'est refermé petit à petit. Et après, ça a été tout un engrenage, une administration, voilà, comme vous disiez, très stricte, une police, des tribunaux, un ministère des Finances qui a soumis toute la population. Il n'y avait plus d'échappatoire. Et même physique, parce que les portes de la ville s'étaient refermées. Alors Mossoul, ça a été un Sirte multiplié par 100. Mossoul, c'est 1,5 million d'habitants qui sont restés sous le joug de l'État islamique et qui ne pouvaient plus s'en extirper. Est-ce que, selon vous, ça a pu être, Mossoul, une sorte de laboratoire de ce que l'État islamique voulait installer? Un peu un énorme test? Ils avaient déjà fait le test, ils ont commencé en Syrie, à Raqqa. Je pense qu'ils avaient en fait façonné leur modèle et effectivement, ils l'ont expérimenté dans des villes comme Raqqa, Mossoul. Pour Mossoul, c'était un test dans le sens où c'était leur plus grande métropole en fait au sein du califat autoproclamé. Et il y avait un véritable enjeu que de réussir à administrer cette ville qui était une capitale économique. Donc oui, c'était un laboratoire, mais à la fois, chaque ville qui a été prise offre un contexte différent et une plus grande facilité ou pas pour l'État islamique à l'administrer. On a entendu Kamal dire que les habitants de Sirte vivaient dans l'insécurité totale. Comment vont les habitants de Mossoul aujourd'hui? Alors, la sécurité est revenue. Beaucoup de gens étaient agréablement surpris dans les mois qui ont suivi la reconquête de la situation sécuritaire. Mais on observe depuis environ 6 mois quand même une certaine dégradation. On n'a pas vu beaucoup d'attaques, mais on voit beaucoup d'arrestations. Et aussi, les gens, j'ai été retournée, me disaient, on sait qu'ils sont là, ils sont revenus. Ils ne se cachent pas. Ouais, d'accord. Et donc, ils sont très inquiets sur la suite. Pour l'instant, ils disent, voilà, ces gens font profil bas. Mais qu'en sera-t-il plus tard? Et on sait qu'il y a des cellules clandestines qui se reconstituent déjà, oui. Wassim Nasr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24, un grand spécialiste des mouvements djihadistes. Ces documents retrouvés dans cet ordinateur de l'émir de Sirte, ça a conforté votre analyse de l'organisation du régime de l'État islamique? Oui, tout à fait, parce que moi, ce que j'ai dit dans mon livre, qui a été publié en 2016, à État islamique, le fait accompli, il y a des chapitres où je décortique la bureaucratie de l'État islamique. Il faut rappeler aussi que l'État islamique, que beaucoup de personnes ont découvert à l'aune de la prise de Mossoul en 2014, existe depuis 2006. Et que la première expérience d'administration d'une ville, c'était même Al-Qaïda en Mésopotamie, et ça remonte au début des années 2000, avec Moussa al-Zarqawi, qui est le père spirituel de ce qui est devenu aujourd'hui l'État islamique. Donc on voit, il y a même des documents qui ont été retrouvés par les Américains en Irak, fin des années 2000, qui démontrent l'existence de cette administration. Donc moi, ce que j'ai expliqué dans mon livre, via des entretiens, des centaines d'heures d'entretiens avec des responsables djihadistes, que ce soit syriens, irakiens ou saoudiens, ils m'expliquaient tout cela, qu'il y avait l'équivalent de ministère, il y avait une armée, il y avait une levée de taxes, il y avait du zakat, il y avait des tribunaux islamiques qui s'occupaient des affaires des chrétiens qui se soumettent aux lois imposées par l'État islamique, comme aux musulmans. Il y avait même des bureaux de plainte. Il y a une église à Raqqa, l'église des martyrs arméniens, en référence au génocide de 1915, qui a été convertie en bureau de plainte, où les gens lambda, donc ces citoyens, entre guillemets, de l'État islamique, venaient se plaindre pour chose ou autre. Et donc ce qui s'est passé, ce qui est conforté dans le documentaire, ce qu'on voit à Sirte, et il faut rappeler aussi que l'arrivée à Sirte n'est pas un accident. Un des plus grands cheikhs ou religieux de l'État islamique, Turki al-Bal Ali, a été vu à Sirte en 2013. Oui. Il n'a pas vu, il a donné des prêches. Et après, c'est devenu un des plus hauts responsables religieux du groupe. Les premiers djihadistes renvoyés à Derna par l'État islamique, donc c'était des djihadistes libyens qui se battaient en Syrie, dans les rangs de l'État islamique en Irak au Levant à l'époque, ils ont été envoyés à Derna en 2014. Et puis, en l'été 2014, il y a un responsable irakien, Anbari, très important,
après l'entrée en jeu de la coalition, des frappes occidentales, etc., il a réussi quand même à partir d'Irak, il était le wali de Salah ad-Din, et rejoindre la Libye pour superviser donc, la mise en place de cet État, avec sa justice, avec son armée. Donc ils ont cette longueur d'avance, ils ont ce plan qui n'est pas du tout le fruit du hasard. Le djihad, donc, en tant que djihad armé, et la théorisation de ce qu'on appelle le tamkin, ça veut dire quand ils ont une emprise sur un territoire, comment imposer leurs lois et leurs préceptes. C'est une idéologie qui est en construction depuis bientôt un demi-siècle. Donc, et aujourd'hui, l'État islamique est arrivé à l'apogée de ceci en dépassant Al-Qaïda, qui a eu quelques expériences au Yémen avec les Shabab en Somalie, mais qui n'ont rien en comparaison organisation complète, oui, c'est ça. Ils n'ont rien à voir avec ce que l'État islamique a réussi à faire. Et ce qui a été dit aussi sur le fait qu'il y a un retour, donc cet État islamique, moi, ce que je dis, c'est que l'État islamique n'est jamais parti. Parce qu'ils sont là, c'est les enfants de cette terre. Hein. Et donc, voilà, et ils ont connu des époques qu'ils appellent, eux, la période du désert, donc de la clandestinité, déjà 3 fois en Irak. Ils ont été défaits 3 fois en Irak. Aujourd'hui même, il y a eu des attentats à Raqqa-Ville. Et ce n'est pas les premiers. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. On parlera effectivement de cette jeunesse extrêmement inquiétante. Bernard Brunto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université et à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Rennes. De Rennes. D'accord, je prie de m'excuser. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce film ? Alors effectivement, dans ce document glaçant, et pour un historien fondé sur archives, ce qui est étonnant, incroyable, l'historien, je crois, observe trois choses. L'historien des totalitarismes, et bien sûr l'analogie historique a toujours ses limites, mais je crois qu'il y a une première chose qui m'a frappé, c'est le dispositif de contrôle et de surveillance bureaucratisé, hiérarchisé, avec un goût du rapport, de la directive, et qui soumet toute réalité à une loi supérieure, une loi transcendante. Ça, c'est une première chose qui m'a vraiment frappé. Il y a une deuxième chose, c'est effectivement la volonté de mettre en place un programme idéologique de purification. Purification de la société, et qui vise au nom d'une vérité dont un groupe est le titulaire, et qui par ailleurs... ça m'a frappé, divise le monde en ennemi intérieur, ennemi extérieur. Ennemi intérieur, le mauvais musulman. Ennemi extérieur, le non-musulman. Tous ces gens pouvant être rééduqués. Ça intervient souvent dans spolier, tuer. Et une troisième chose, effectivement, qui est frappante, c'est évidemment la terreur, l'essence même de ce laboratoire de Sirte. Et ce qui est tout à fait révélateur, c'est que c'est une terreur fonctionnelle, je dirais. Ce n'est pas une barbarie gratuite. La terreur a une fonction. Elle a une fonction d'abord, je crois, d'atomisation, de dislocation de la société par la tétanisation occasionnée par la peur. Et puis il y a une deuxième fonction quand même, qui est de réaliser la loi du développement historique, de réaliser la loi, la charia. L'émir clandestin que vous interviewez en Turquie, il me semble, dit il s'est écarté du droit chemin, il mérite la mort. Donc vous voyez, contrôle, purification, terreur. On a là les 3 grandes voûtes du système totalitaire tel qu'il a pu être analysé en d'autres temps. Les kamikazes qu'on entend à la fin, effectivement, ma vie n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Est-ce que ça fait partie aussi de ce... c'est que l'idée survive. Ça fait partie aussi de cette voilà, et surtout cette phrase hallucinante, je suis fier d'être au début de l'histoire. Là, on a une pensée apocalyptique, messianique, qui a appartenu effectivement au registre des imaginaires totalitaires du XXe siècle, incontestablement. Alors, il y a des différences, on en parlera sans doute bien sûr, tout à l'heure. Mais voilà ma première impression. Bernard Rougier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État islamique n'a plus de territoire, ou n'en aura bientôt plus, au Levant cet automne, comme l'a annoncé en tout cas le chef d'état-major des armées françaises ? C'est toujours difficile de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que, comme il a été dit, ils ont déjà connu ce type de situation. Ils ont déjà connu les défaites. Pas avec cette ampleur, parce qu'ils n'avaient pas à ce point une base territoriale. Mais ils ont la culture de la clandestinité et c'est un mouvement qui sait également s'adapter à des situations nouvelles, réadapter sa dynamique, réadapter ses analyses. Vous savez, c'est pour comprendre ce qu'on appelle l'État islamique,
il faut bien voir que c'est la synthèse ou l'hybridation d'une idéologie wahhabite primitive, c'est-à-dire non contrôlée par l'institution religieuse saoudienne, et l'expertise des services de renseignement de Saddam Hussein, mais des officiers qui sont devenus islamistes. Hein, et donc ils ont cette capacité d'analyser des situations et de se réadapter. On avait déjà dit qu'ils étaient quasiment morts en 2007. Lorsqu'il y a eu l'expérience des Sarwat, des tribus qui ont travaillé pour les Américains dans exactement le même milieu sociologique et qui ont de façon très efficace lutté militairement avec des armes, etc. Le problème, c'est qu'on leur a promis la réintégration dans l'État, des postes dans la police ou dans l'armée, et qu'ils n'ont rien reçu de tout ça. Et donc, une partie d'entre eux a rejoint les rangs de l'État islamique. Il faut comprendre également que l'État islamique est ses cadres sont très habiles à voir les contradictions sociales. Ils sont parvenus à se constituer cette base en analysant finalement les perdants, ceux qui étaient dans l'échelle la plus basse dans chaque tribu. Et ils ont discrédité l'autorité des chers, l'autorité tribale, notamment en détruisant leurs maisons, en détruisant leurs diwan, en détruisant les lieux de l'accueil traditionnels, si vous voulez, et en filmant ces destructions, et en les passant ensuite dans les réseaux sociaux pour dire la tribu n'existe plus, en tous les cas, ces élites sont totalement éliminées, et dorénavant, c'est toi qui peux avoir le pouvoir grâce à nous. Cet environnement de crise, cette décomposition sociale et politique dans le Levant, peut produire les situations d'une nouvelle génération, entre guillemets, se réclamant de l'État islamique. Pour vous, Kamal Redouani, est-ce que cette survie de l'État islamique, ça dépend de ces territoires ou pas? Je ne crois pas. Je crois d'ailleurs, un des personnages le dit dans le film, c'est-à-dire avant même la chute de Sirte, ils avaient fait sortir des formateurs du djihad, des déplacements et de la formation idéologique, etc. Donc ils ont pensé déjà à leur survie avant même de mener la bataille, avant même de perdre le territoire. Donc pour moi, qu'ils perdent le territoire ou pas, l'État islamique persiste. Il va sûrement changer de nom et avec un autre groupe, un autre drapeau, etc. Peu importe, mais ils sont toujours là. Oui, on le voit d'ailleurs déjà en Irak, ils avaient organisé les réseaux de financement permettant aux cellules clandestines d'aujourd'hui de tenir. Donc c'est tout un réseau d'investissement dans des micro-sociétés, des fermes piscicoles, des bureaux de change, des concessionnaires auto. Ils ont mis ça en place pendant les années de leur règne, de 2014 à 2017 en Irak. Et ces réseaux de financement se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, qui leur permettent d'alimenter des petites cellules clandestines, même sur des petites sommes pour faire des attaques, pour leur permettre de survivre. Le financement est toujours là, il est toujours suffisant. Ils sont toujours là. Il y a des villages qui sont occupés par des combattants de l'État islamique et ils sont aussi fondus dans la population dans d'autres zones avec des attaques menées contre les forces de l'ordre et les autorités, les notables dès aujourd'hui, et aussi un racket de la population qu'on voit revenir depuis peu. Oui, effectivement, on a toujours tendance à parler du financement de l'État islamique. On oublie que le financement, c'est un microfinancement. Donc il y a même des parkings à Bagdad gérés par des chiites. Ils ne savent pas qu'une partie de l'argent, via des constructions financières, arrive chez l'État islamique. Il y a même des kiosques de tabac, alors que l'État islamique détruit les stocks de tabac, une partie de l'argent arrive chez l'État islamique, et c'est des sommes, très petites sommes. Donc qui ne rentrent pas dans le système bancaire. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, quand l'État islamique a été défait déjà 2 fois à la fin des années 2000 en Irak, c'était un groupe d'insurgés, quelques centaines, dans le désert d'Anbar. Aujourd'hui, l'État islamique, c'est une marque mondiale. Donc on a l'État islamique aux Philippines, la bataille de Marawi a duré 6 mois, l'État islamique en Libye, en Somalie, au Yémen, donc Syrie, Irak, et bien sûr au Sinaï, on oublie le Sinaï, c'est une des factions les plus actives de l'État islamique. Et ce qui a été dit aussi, c'est important par rapport au pouvoir du clan. Si on remarque, par exemple, l'État islamique en Libye, où est-ce qu'il a recruté? Il a recruté dans le clan de Kadhafi, chez les perdants. Kadhafi a été tué aux portes de Sirte. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les Warfala, etc., ils ont formé l'embryon de cet État islamique en Libye. Et pour l'Irak et pour la Syrie, c'est pareil, c'est les clans sunnites. Donc moi, j'ai fait des entretiens avec des djihadistes, par exemple, à la prise de Fallujah, janvier 2014. Et j'ai eu aussi des civils. J'ai eu un civil, un étudiant à Fallujah, il m'a dit on est très content, on s'est débarrassé de l'État irakien. Il n'était pas combattant. Au bout de 6 mois de bombardement, etc., il est devenu combattant. Puis il est devenu commandant dans les rangs de l'État islamique. Et il me disait, nous, on veut construire un État vertueux, entre guillemets, pour faire table rase du passé, mais surtout et avant tout,
contre l'autorité des clans, contre l'autorité de l'État. Ce qui fait écho aussi à certains djihadistes occidentaux qui sont partis, contre l'autorité de leur propre pays et contre l'autorité de leurs parents. Moi, un djihadiste français m'avait dit, on est contre l'islam coutumier de nos parents. Nos parents ne sont pas dans le vrai islam, nous on est dans le vrai islam, on veut construire notre État. Donc toute cette construction idéologique, elle ne date pas d'hier. Même les réseaux financiers, ils datent des débuts des années 2000. On a ce Et qui ont des résultat-là ramifications aujourd'hui. jusqu'en Iran, Kurdistan, sud de la Turquie. Donc c'est un système bien établi et qui est dur à combattre parce qu'encore une fois, les djihadistes ne sont pas des martiens. C'est des gens de ces zones-là qui profitent des frissures et des fractures dans ces zones. On va regarder un extrait du documentaire pour avancer dans ce débat. Quand il y a eu l'attentat de Paris et que l'on a vu ce que nos combattants étaient capables de faire, les membres de mon unité sont venus me demander l'autorisation de partir en Europe, en passant par la Libye. Ils voulaient faire la même chose, faire des attentats à Londres, à Paris ou aux États-Unis. Nous avons des combattants partout, des combattants secrets à Paris, en Libye. Nous sommes unis, que l'on soit en Syrie ou en Irak. On est tous unis. Kamal Redouani, ces propos sont ceux donc d'un émir de guerre que vous avez rencontré en Turquie, dans la clandestinité. Comment vous avez fait cette rencontre? Comment vous avez trouvé cet homme? Je sillonne quand même cette zone, la frontière entre la Turquie et la Syrie depuis des années. J'ai des contacts avec des passeurs qui, finalement, avec quelques centaines de dollars, font passer qui veut. Que ce soit un réfugié qui fuit les bombardements de Bachar ou un djihadiste qui va en Turquie simplement pour passer des vacances parce que... un lieu de vacances L'État islamique donnait 20 jours de vacances à ses combattants, on ne le sait pas, et un combattant devait laisser un membre de sa famille pour pouvoir bénéficier de ces 20 jours, pour pouvoir sortir du territoire de l'État islamique. Donc ces passeurs que je connais, un des passeurs que je connais a fait sortir cet émir. C'est quelqu'un de sa tribu. Ce qui a fait que la rencontre, c'est qu'il a accepté assez rapidement en fait cette rencontre. Donc, vous n'avez pas eu peur de tomber dans un piège ou dans... J'ai essayé d'organiser ça d'une manière la plus efficace possible, de me protéger. C'est-à-dire, j'ai donné le lieu du rendez-vous, la ville, le lieu du rendez-vous à la dernière minute. Enfin, quelques heures, il n'y avait qu'une personne qui savait, un chauffeur qui devait aller le chercher. Après le lieu même, l'hôtel où on s'est retrouvés, je l'ai donné vraiment 5 minutes avant notre rencontre. Par contre, à la fin de l'interview, il est sorti de là, il a pris un téléphone, il a commencé à parler avec quelqu'un. Et là, j'ai vraiment eu peur. Donc, on a quitté les lieux très rapidement. Il tient quand même librement des propos qui sont... c'est au-delà du monstrueux. Il vous dit clairement qu'effectivement, il a jeté des homosexuels du haut des immeubles. C'est monté crescendo pendant l'interview ou d'emblée, il était comme ça? Il était comme ça. Il n'avait pas d'humanité dans l'expression de son visage. C'est ça qui était incroyable. J'ai rencontré pas mal de djihadistes qui sont sortis de Raqqa. Celui-là était différent, tout simplement. D'abord, il n'avait pas peur, mais pas du tout. Il était là, mais tranquillement. Pas peur de ce qui pouvait lui arriver? Non. Et ça m'a vraiment étonné. En général, on sent quand même une certaine fébrilité. Il y a quand même une caméra, c'est-à-dire on est en train de le filmer. Non, il était froid, calme. C'était assez étonnant. Deuxièmement, le discours, je lui posais des questions, il répondait simplement, mais vraiment froidement. Ça a même étonné, pour vous dire, un des passeurs a assisté, le passeur a assisté à l'entretien, qui est membre de sa famille. À la fin de l'entretien, il m'a dit, mais il n'est pas récupérable. Il s'est rendu compte qu'il a donné un coup de main à quelqu'un de sa famille qui n'est pas récupérable. Et ça crée une tension, une vraie tension. Donc, à partir de là, je me suis dit, il fallait que je quitte les lieux. Vous dites dans le documentaire qu'il a été arrêté depuis. Vous savez ce qu'il en est, où il est? Il a été arrêté par les Turcs, donc il est dans une prison en Turc. Mais je n'ai pas suivi réellement l'histoire jusqu'au bout. Bernard Rougier, aujourd'hui, on sait s'il y a beaucoup de djihadistes qui sont comme ça cachés en Turquie ou pas? Ça, on sait qu'il y en a. Encore une fois, je ne sais pas
combien ils sont exactement. Il est évident que c'est une organisation qui a aussi anticipé sa défaite militaire et donc qui, encore une fois, a anticipé sa rentrée dans la clandestinité. Qu'il y en ait en Turquie, c'est évident, il y en a en Jordanie, il y en a à peu près dans l'ensemble de la région. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour revenir sur le calme de votre émir. Incroyable. Et vous savez, si vous allez rue Jean-Pierre Timbaud et que vous achetez La Voix du musulman d'un cheikh qui était professeur à l'université de Médine, Abou Bakr al-Jazairi, vous avez le hadith où il explique pourquoi il faut jeter les homosexuels du haut d'une éminence et éventuellement leur taper dessus s'ils bougent encore. Donc ici, c'est vraiment j'allais dire l'interprétation idéologique du hadith ou littéraliste du hadith sans aucun effort de mise en contexte ni de distanciation. Pour revenir à votre question, encore une fois, il me semble que pour comprendre cette organisation, il faut comprendre la crise de l'environnement. C'est une organisation qui se nourrit de son environnement. Elle existe grâce à cet environnement. Or, la structuration politique, l'échec des pactes, l'échec des révolutions arabes, la violence qui prévaut, le poids des puissances régionales, l'Iran en particulier, fait que l'expression sunnite, en quelque sorte, est condamnée. Soit elle est libérale et démocratique, et dans ce cas-là, ils passent pour des traîtres vis-à-vis d'une partie de leurs opinions et également vis-à-vis de l'Iran. Et de toute façon, le soutien occidental sera très faible. On l'a vu pour Saad al-Hariri au Liban, pour l'armée syrienne libre, ils n'ont pas eu l'aide qu'ils espéraient. Soit ils basculent dans l'islamisme et ils sont condamnés par tout le monde. Et au fond, tant qu'on n'aura pas des pactes politiques, et ces pactes politiques, pour le moment, on ne se dirige pas du tout vers ni la construction de l'État, ni la construction d'un système inclusif de politique. Donc dans ces conditions, encore une fois, les mêmes causes vont probablement nourrir les mêmes effets. Ce qui est incroyable quand même dans ce qu'on a entendu là de cette interview de cet émir, c'est que cette charia qui le impose, comme il le décrit, à tous les mécréants, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, parce qu'il tient des propos quand même aussi hallucinants sur les femmes qu'ils peuvent utiliser. Donc c'est quand même, quand vous parliez de totalitarisme, c'est effectivement à sens unique. C'est une division du monde en deux. Il n'y a pas de zone grise dans l'imaginaire totalitaire. Il y a l'ennemi total et il y a le clan des purs, le clan des élus. Mais qui ont le droit de se comporter comme les mécréants, et là, ils ne sont pas punis. La froideur des propos que nous avons tous ici évoqués se comprend, doit s'analyser par rapport à l'idéologisation, effectivement, du message coranique et comment cette idéologisation permet la déshumanisation de la catégorie qu'il s'agit d'éliminer. Vous êtes froid si effectivement en face vous avez affaire à une autre partie d'une sous-humanité en quelque sorte. Et donc c'est effectivement le moment le plus terrifiant de votre documentaire. Oui. Il faut juste comprendre par rapport à ce que vous avez dit, que tout est codifié chez eux. Tout est codifié par rapport à la religion. Donc, ils s'appuient toujours sur des arguments religieux, que ce soit tiré du Coran ou des hadiths, aussi faibles soient-ils. Je vous donne un exemple qui est très parlant. À un moment, l'État islamique, Deir ez-Zor, c'était le Adha, donc la fête musulmane de Adha. Ils ont fait une vidéo où ils ont accroché des gens comme des moutons, la tête en bas, ils les ont égorgés dans un abattoir. Alors moi, je me suis dit, comment ils vont justifier ça religieusement ? Et derrière ça, ils ont fait une justification en s'appuyant sur un hadith faible, donc il n'est pas reconnu par tous les savants, et qui rappelait qu'un gouverneur de Bagdad, pour un certain Adha au Moyen-Âge, il a dit « Dahu al-Adahi humaine », donc faites des sacrifices humains, et donc ils disent « Voilà, nous on s'appuie là-dessus, et on fait des sacrifices humains ». Donc vous voyez, à chaque fois, il y a une justification religieuse derrière qui convainc leurs propres troupes et qui conforte leur récit, leur propre interprétation de l'histoire, sur chaque chose qu'ils font, que ce soit vis-à-vis des homosexuels, que ce soit vis-à-vis des chrétiens, que ce soit vis-à-vis des femmes yézidis qui ont été prises comme esclaves. Tout est codifié, rien n'est laissé au hasard dans ce qu'ils font. Oui. Alors, cette histoire de Deir ez-Zor, je voudrais juste signaler que l'émir qui est dans le documentaire, c'est l'émir de Deir ez-Zor, de la région de Deir ez-Zor. Donc, c'est quelqu'un qui a participé sûrement à ce que vous venez de raconter. Ces combattants là, secrets qui sont un peu partout aujourd'hui dans le monde, est-ce que ça leur va bien quand on les appelle les loups solitaires
C'est vraiment ça ou pas? Alors moi, ça, j'y crois pas, parce que bon, à force d'avoir des loups solitaires, il y a une sacrée meute maintenant. Donc, et quand on regarde dans les affaires terroristes, il n'y a jamais de loup solitaire. Le seul vrai loup solitaire, c'était Breivik, et c'était un attentat d'extrême droite. Donc, il y a toujours des ramifications, des soutiens, une logistique derrière, etc., etc. Le mode d'action et le mode d'un loup solitaire, quand on dit une personne passe à l'acte. Mais ça ne veut pas dire qu'il passe à l'acte comme ça, tout seul, sorti du néant. Oui, c'est ce qu'on découvre souvent après, en fait. Voilà, donc peut-être, oui, loup solitaire, mais dans le mode opératoire. Après, est-ce qu'il y a des gens éparpillés partout? Quand on disait qu'ils pouvaient passer avec les réfugiés avant le 15 novembre, c'était un crime, il ne fallait pas le dire. Alors que moi-même, j'avais interviewé un djihadiste syrien à Amsterdam pour une production de Capa, les studios de la terreur, avant le 13 novembre, et il m'a dit, je suis passé avec les réfugiés. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on a la preuve. Donc d'après ce reportage qu'on a fait, c'est dans mon livre, et d'après ce qu'on sait, parce qu'il y a eu malheureusement le 13 novembre, que c'est possible. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le statut de réfugiés, qui sont des combattants de l'État islamique, qui peuvent passer à l'acte? Bien sûr. Il y a eu des cas en Allemagne d'un réfugié irakien qui était dans les rangs de l'État islamique bien avant la guerre en Syrie, qui a participé après à la guerre en Syrie. Il est arrivé comme blessé en Turquie, voilà. Il y a des cas, bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État islamique, en tant que tel, a la capacité d'envoyer une équipe constituée telle, celle du 13 novembre, ou faire l'équivalent de ce qui s'est passé à Bruxelles? Après, pour le moment, je pense que les moyens matériels ne sont pas là, à cause de la pression militaire occidentale, qui est très imposante. Mais le jour où cette pression va baisser, va se relâcher. Oui, parce qu'on oublie aussi, on se focalise sur Syrie et Irak. Les attentats de Manchester en Grande-Bretagne, les ramifications ramènent en Libye. Oui. Voilà. Donc il faut aussi avoir un peu d'imagination, parce que les djihadistes en ont. Pour confirmer l'idée que l'expression loup solitaire est catastrophique. Oui. Il y a toujours un milieu de socialisation, il y a toujours un collectif qui se constitue. Mohamed Merah, c'était les quartiers du Mirail à Toulouse, c'était beaucoup d'allers-retours à Molenbeek. Ce sont des lieux où, vous savez, pour le collectif a besoin de se constituer dans la discussion, dans la conviction, dans la légitimation de l'acte à prévoir, dans le confort qu'on a dans ses convictions. Et donc l'expression est purement malheureuse. Elle signale souvent une ignorance dans la plupart des cas. Mais quand même qu'il n'y a plus beaucoup de territoire de Daesh, donc c'est peut-être aussi... Oui, mais les milieux de socialisation n'ont pas disparu. Il suffit d'un appartement privé, de cours autour de commentaires du hadith pour que la socialisation refonctionne, et de s'appuyer sur un imaginaire. L'État islamique s'appuie sur l'imaginaire abbasside. Le drapeau est inspiré de l'histoire abbasside. Le calife Abou Bakr al-Baghdadi s'appelle Ibrahim, comme le premier calife abbasside. Daoula, qu'on traduit par État, ça a beaucoup le sens de révolution, changement dans le mode de fonctionnement du pouvoir radical. Et donc, c'est encore une fois une entité, si vous voulez, et c'est un rapport avec le totalitarisme qui, certes, se présente comme un État dans sa documentation, dans sa bureaucratisation, dans son sens de l'organisation. Mais il manque deux choses. Évidemment, la reconnaissance internationale en droit international, mais surtout la notion de frontière. C'est une entité qui avait vocation à s'étendre aussi loin que possible, qui n'a pas de limite. C'est une dynamique, si vous voulez, qui doit aller aussi loin que possible. Et par conséquent, le terme État ne convient pas, comme toutes les dynamiques totalitaires, au fond, qui cherchent à s'étendre tant qu'elles en ont les moyens. Oui, c'est un mouvement. Enfin, un mouvement plus qu'un État. Plus qu'un État. On vous disait tout à l'heure, Bernard Brunto, qu'il y avait des limites par rapport, si on comparait avec les autres régimes totalitaires. Est-ce que la façon dont l'État islamique communique, notamment sur les exécutions qu'il pratique, c'est quelque chose d'un peu différent ou pas? Alors, c'est ce qui m'a frappé. Il y a une gestion de la barbarie, et c'est un titre justement d'un opuscule de l'État islamique, une gestion de la barbarie qui est différente. Ici, nous avons une exemplarité de l'atrocité, un vecteur de propagande à partir de ces exécutions, alors que finalement, quand vous réfléchissez, dans les totalitarismes passés, la terreur qui est centrale, la barbarie aussi, elle est plutôt cachée. C'est au fin fond de la Sibérie, c'est dans le camp, c'est dans la forêt où se situent les exécutions, c'est dans la nuit, dans la rizière, chez les Khmers rouges. Il n'y a pas cette exposition-là, sans doute parce que le pouvoir entend séduire d'une autre façon. Ici, j'ai l'impression qu'on a un pouvoir très minoritaire
et qui ne peut s'imposer que par une terreur absolue et immédiate pour tétaniser une société et la rendre inopérante au niveau de sa résistance. Oui. Ça, c'est très intéressant. C'est Zarqawi qui est le premier à filmer les exécutions. Et Ben Laden, qu'il a finalement reconnu un peu malgré lui sous l'appellation Al-Qaïda dans le pays des deux fleuves, à peu près 2002-2003, lui demandait de ne pas procéder de cette façon-là parce que ça allait donner une image, ternir l'image du mouvement djihadiste international. Et il a continué. Ben Laden lui demandait de ne pas exécuter des chiites parce qu'ils étaient chiites. Et il a continué à le faire. Et finalement, entre le stratège du djihad international qui était Ben Laden et, j'allais dire, le sociologue primitif qui était Zarqawi, dans sa connaissance des fractures du Moyen-Orient, c'est Zarqawi qui l'a emporté, paradoxalement. C'est le fils de tribus peu éduquées qui a réussi au détriment du fils de famille éduqué et qui avait une stratégie de lutte contre l'Occident, là où Zarqawi et son organisation avaient une stratégie de construction d'un pouvoir dans les sociétés du Levant et ailleurs. D'ailleurs, idéologiquement, c'est ce que j'allais dire, en fait, idéologiquement, il y a la vraie friction entre Al-Qaïda et l'État islamique, elle est là aussi. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Al-Ansi, donc qui est un idéologue d'Al-Qaïda, numéro 3 d'Al-Qaïda, il est mort aujourd'hui, et qui était lui-même, au milieu des années 90, émissaire de Ben Laden aux Philippines, pour dire aux gens d'Abu Sayyaf, il ne faut pas filmer les exécutions. Parce que le commun des musulmans ne doit pas voir ça, la famille des exécutés ne doit pas voir ça, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'on voit que Al-Qaïda ne filme pas, ne met pas en exergue cette violence extrême et la met pas sous forme de production médiatique. Et par rapport aux sunnites et chiites, les gens d'Al-Qaïda disent que les chiites sont excusés de par leur ignorance, alors que pour les gens de l'État islamique, le chiite est l'équivalent d'un apostat, donc c'est pire que les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs. Et c'est vraiment la friction entre les deux dogmes, celui de l'État islamique et celui d'Al-Qaïda. Oui. Ce qui donne, exactement dans ce sens-là, au fond, pour comprendre cet univers djihadiste, il faut avoir à l'esprit deux dynamiques. L'une, ce que j'ai appelé le wahhabisme primitif, qui va déboucher sur l'État islamique, et l'autre, des frères musulmans radicalisés en Afghanistan, qui donneront Ben Laden et qui sont beaucoup plus politiques. Il faut unir, dans le cas de Ben Laden, c'était l'idée d'unir le monde musulman contre l'Occident. Dans le cas de ce wahhabisme primitif, c'est ici et maintenant installer la loi de Dieu dans sa pureté. Oui. Dans la pratique, ce qui est intéressant est de voir que, par exemple, quand l'État islamique prend Mossoul, dès le lendemain, la première chose qu'ils vont faire, c'est mettre en place justement ces points médias, c'est-à-dire des petites caravanes sur chaque place, dans chaque grand axe routier, pour diffuser en fait avec des écrans géants et diffuser leurs vidéos d'exécution qui ont eu lieu dans d'autres provinces, sur d'autres lieux, ainsi que les textes religieux, bien sûr, mais la médiatisation de cette violence est vraiment pensée comme une chose première, prioritaire. Et alors justement, cette médiatisation... C'est une arme, c'est à dessein. Oui, cette médiatisation... C'est pas gratuit, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas du tout gratuit. C'est vraiment à dessein, donc c'est la violence qui est l'instrument d'une volonté politique derrière. Mais cette médiatisation, à la différence des régimes totalitaires précédents, elle s'est quand même totalement appuyée sur les réseaux sociaux. C'est une nouveauté, ça. Oui, parce que j'ai envie de dire, c'est comme un attentat kamikaze. C'est l'arme de celui qui n'a pas d'arme. Donc eux, ils ont utilisé cette violence à outrance comme une arme. Par exemple, la prise de Mossoul, donc 1,5 million d'habitants, voire 2 millions, le nombre de djihadistes qui ont investi la ville, ça ne dépasse pas les 300 djihadistes. Après, il y avait des cellules dormantes dedans, etc., etc. Mais il y avait toute une garnison de l'armée irakienne qui est partie parce que quelques semaines avant, et ça a joué, il y a eu un film de propagande de l'État islamique qui s'appelle Le choc des épées, qui a eu un retentissement énorme. Et donc les militaires irakiens, les policiers irakiens, quand ils ont vu que les Kurdes commençaient à partir, les Peshmerga à évacuer la ville, ils ont eu peur, ils sont partis aussi avec cette idée derrière, on n'a pas envie de se faire égorger. Donc cette violence à outrance, elle est utilisée vraiment comme une arme. Donc pour faire peur, comme ça, dès qu'on pense que les djihadistes vont arriver, les combattants partent et ne se battent pas. Et elle est effectivement largement diffusée grâce au réseau. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est comment aujourd'hui, avec toutes les censures, quand même, parce qu'il y en a sur les réseaux, il y en a sur Internet, comment ils arrivent à contourner autant. Parce que déjà, il faut essayer d'imaginer, par exemple, je donne un exemple. Pour les comptes Twitter pour l'État islamique, la grande majorité est hébergée aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui les gèrent sont aux États-Unis. Oui. Voilà. Pour comment ils communiquent, j'ai un exemple sur Telegram, par exemple. Donc, il y a un lien original
Voilà, comme une page Facebook, c'est Telegram, qui donne les infos, les vidéos, les photos, etc. Sauf que cette page est dupliquée 200 fois, 300 fois. Et donc, c'est les duplicata qui sont censurés, alors que la page, le lien original, il reste confidentiel. Ça, c'est d'un côté. Pour YouTube, par exemple, c'est surtout les sympathisants. Donc, l'État islamique diffuse un lien, puis c'est les sympathisants qui le dupliquent. Des milliers et des milliers de fois. Et la censure arrive après, trop tard. Hein. Elle arrive après parce que c'est impossible de contrer. Même YouTube a essayé de mettre des robots. Par exemple, ils ont vu si le même titre d'une vidéo tombe 100 fois, la vidéo, elle saute. Alors, les sympathisants de l'État islamique changeaient le titre. Allonger la vidéo de 2 secondes, si le robot regardait le temps. Commencer la vidéo avec un match de foot, et ça se termine avec un match de foot, sauf que le contenu dedans était djihadiste. Il y a 1001 façons d'y arriver, et c'est propre à l'époque. Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux ou Internet qui sont responsables. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de véhicule. C'est comme l'imprimerie il y a 2 siècles. S'il n'y a pas de contenu, l'idée ne circule pas. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pour dire que Al-Qaïda a fonctionné avec les grandes chaînes satellitaires qui ont été l'instrument de diffusion et qui a fait la réalité de ce mouvement. Le mouvement est quand même difficilement intelligible sans les réseaux sociaux. Ça a été quand même leur arme de propagande principale. Ça leur a permis de s'émanciper. Ça leur a permis de s'émanciper, d'avoir cette publicité par la terreur. Et à la fois, ce sont les milliers de tweets évoqués par Wassim Nasser contre lesquels on ne peut pas lutter. Et en même temps, c'est une communication assez centralisée. C'est-à-dire que ça ne part pas, les communiqués ce ne sont pas des gens qui improvisent, ce sont toujours des contenus qui ont été visés, autorisés, et qui sont ensuite, qui rentrent dans le cyberespace. Vous qui êtes spécialiste des régimes totalitaires, c'est quand même une notion nouvelle, cette façon de pouvoir faire de la propagande de ces pensées, de cette violence. Oui, alors ça aurait ravi le docteur Goebbels, sans doute, d'avoir cette... Mais je voudrais revenir, les régimes totalitaires passés, leur propagande était axée sur la dimension maléfique de l'ennemi qui serait à éliminer plus tard. Et on a nombre de films antisémites ou nombre de films staliniens sur la dimension néfaste et nuisible des koulaks, etc. Voilà. Mais exécuter ou éliminer ces populations ne rentrait pas dans le canal de la propagande classique. Donc là, il y a vraiment une différence majeure parce que les régimes totalitaires passés, quand même, géraient un État, une nation, des populations importantes qui avaient adhéré d'ailleurs à leur régime, souvent pour d'autres raisons. Et il ne fallait pas effrayer justement ces populations. Donc d'où le fait de masquer, d'occulter parfois la barbarie qui était réelle. Bien sûr. On arrive à la fin de l'émission. Je voudrais juste avoir votre sentiment, Kamal, quand on sort de votre documentaire, qui est glaçant, terrifiant par mains aspects. Il y a quand même quelque chose qui est peut-être plus terrifiant encore, c'est qu'on a l'impression que ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a une transmission aux générations, aux suivantes, d'un savoir-faire, et que c'est ça en fait qui est le plus terrifiant. Exactement. Ils ont compris que la survie, c'est cette transmission du savoir djihadiste. Et du moment où ils arrivent à transmettre ce savoir, que ce soit par Internet, que ce soit simplement en allant rencontrer les gens, en leur expliquant comment faire, ils ont compris que le savoir dépasse de loin le territoire et les armes. Donc c'est ça leur survie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent recréer d'autres groupes ailleurs, tout simplement. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus pour ce débat. Des livres indispensables. D'abord, Kamal Redouani, votre ouvrage qui retrace donc votre enquête absolument édifiante. Ça s'appelle Dans le cerveau du monstre, donc, et ça vient de sortir chez Flammarion. Hélène Salon, L'État islamique de Mossoul, histoire d'une entreprise totalitaire. C'est aux éditions La Découverte, avec des témoignages assez impressionnants à recueillir auprès des habitants donc, de Mossoul. Également Bernard Brunto, L'âge totalitaire. C'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Bernard Rougier, Loumar, en fragments, c'est paru chez PUF. Et puis Wassim Nasr, État islamique, le fait accompli, vous en parliez effectivement aux éditions Plomb. Voilà. Bien sûr, pour revoir le documentaire Daesh dans le cerveau du monstre, ainsi que notre débat, c'est sur le site France TV. Vous pourrez y trouver dès demain matin des contenus exclusifs en vidéo également sur Facebook. Voilà, je vous donne rendez-vous un mardi prochain pour une nouvelle émission du Monde en face. Passez d'ici là une très bonne fin de soirée sur France 5 et une très belle semaine. Bonsoir.